Ah, la violence, c'est quand même cool, hein. Non mais dans les films, pas en vrai. On a beau dire, mais quand les têtes tombent à l'écran, quand le sang gicle et repeint toute la pièce, bah on a tous envie de regarder. Même les gens qui sont très sensibles et qui vont en faire des cauchemars pendant une semaine, eh ben ils regardent quand même du coin de l'œil. Bon. On peut pas s'en empêcher, c'est viscéral. Je suis pas fan de l'explication qui dit qu'on est des êtres violents par nature. C'est vraiment un fait avéré ça? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous fascine. Donc aujourd'hui, on va parler de violence. Et quand je dis violence, je veux dire violence graphique. Sans ça, le cinéma, tout comme la peinture, la littérature et tous les autres trucs qui se finissent en hure, ça a toujours été violent. La mort de Mufasa ou de la mère de Bambi, c'est violent. Dans Titanic, on voit des centaines de personnes mourir. Même dans Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902, la Lune se mange quand même une fusée dans la tronche et se voit défigurée. Mais là, on va parler de violence physique infligée au protagoniste en plein dans notre champ de vision, de manière bien explicite, stylisée et souvent bien dégueu. Et bien sûr, on va parler du mec qui l'a en quelque sorte démocratisé en Occident, Wes Anderson. En 1996, Wes Anderson sort un court-métrage intitulé Bottle Rocket avec Owen et Luke Wilson. Et dans ce court... Bon ok, ça va, j'arrête, partez pas. Évidemment, on va parler de Tarantino. Pour cette vidéo, j'ai rangé les types de violence en plusieurs catégories. Ouais, vous l'aurez remarqué, j'aime bien faire des catégories. Comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. J'aime bien quand tout est rangé, proprement, à sa place. Bon alors c'est pas des catégories inébranlables, on peut très bien les voir se mélanger. Mais arrêtons de perdre du temps. Quelles sont-elles donc ces catégories? Numéro 1, la violence satirique. Très souvent dans le cinéma, la violence est utilisée pour critiquer une société qui d'une manière ou d'une autre féconde cette violence. Scorsese avec, entre autres, Les Affranchis, critique une société qui ne laisse à un gamin que le choix entre deux options, prendre le chemin de la violence et vivre comme un roi, ou suivre les règles comme son père et trimer toute sa vie pour gagner à peine de quoi survivre. Autre exemple évident, David Fincher. Seven ou Fight Club critique également la société moderne et la violence qu'elle peut engendrer, quand Gone Girl, un peu plus finement, critique les médias, leur sensationnalisme et leur émission glauque et sans scrupules dans la moindre histoire susceptible de susciter l'intérêt des foules et dont peut résulter une escalade de la violence. Ah ouais, je vois leur émission de télé, ouais. Mais non, leur émission comme s'immiscer. Ils s'immiscent quoi. Ah ouais, je vois, ouais. Parfois, la violence est tout simplement nécessaire au réalisme. Quand on parle de zombies, que ce soit ceux de Romero, de 28 jours plus tard ou de The Walking Dead, les zombies ne sont qu'un prétexte pour aborder des thématiques sociales, critiques du consumérisme ou les comportements humains en temps de crise. Mais à partir du moment où on met des zombies, il faut un minimum de sang si on veut pas que ça fasse toc. Donc je mets ça dans la même catégorie parce que ça va, on va pas en faire 15 non plus. Numéro 2. La violence qui te fait faire... Oh. Comme je le disais dans ma vidéo sur Spider-Man, les films c'est fait pour nous faire ressentir toutes sortes de choses. Ça peut être la joie de vivre, l'espoir ou le courage, mais ça peut aussi être le dégoût ou même l'horreur, d'où le genre du même nom. D'ailleurs en parlant de Sam Raimi, juste après les Spider-Man, il réalise Jusqu'en Enfer, un exemple parfait de film qui te fait faire oh. Je ne vais pas vous montrer ici car je veux que la vidéo reste tout public, mais il se passe tout plein de trucs rigolos en rapport avec la bouche de cette charmante dame. Je recommande, allez vous faire plaisir, par contre préparez un sac en papier au cas où. Enfin, numéro 3, la violence fun. Comme vous l'aurez compris, cette troisième catégorie, c'est le domaine de prédilection de Tarantino. Sauf que rendre la violence fun, il y a moyen que ça passe pas avec tout le monde. Alors comment est-ce qu'il rend la violence fun sans entraîner de problèmes moraux majeurs? Une des rares personnes qui arrive à s'en sortir aussi bien que lui, c'est Matthew Vaughn. Oh, il a osé! Ouais, ça va, calmez-vous. En tout cas, c'est comparable. Je me rappelle quand Kick-Ass est sorti, j'avais lu une critique qui fusillait le film et sa violence, justement en le comparant à Tarantino, en disant que dans les films de Tarantino, la violence, je cite, se montrait toujours vaine. Pour moi, ce mec, désolé s'il m'écoute, en même temps il y a quand même vraiment peu de chance, on va pas se le cacher, était un bobo victime d'un biais de confirmation sévère, du fait qu'à l'époque la violence graphique ne s'était pas encore démocratisée dans le cinéma, et que le seul qui avait son passe-droit, grâce à sa palme d'or, c'était Tarantino. D'ailleurs, c'est vraiment après Kick-Ass qu'on a commencé à manger de l'explosion de tête et du découpage de membres à toutes les sauces. Pour moi, le cinéma de Tarantino est potentiellement bien plus dérangeant que celui de Matthew Vaughn. Vaughn nous donne du fun pur et dur, de la violence en musique sans vraie implication émotionnelle du spectateur. Prenons d'ailleurs une seconde pour apprécier l'utilisation de la musique An American Trilogy d'Elvis Presley, dont les applaudissements de fin sont synchronisés avec l'action du film.
du génie, j'adore. Chez Tarantino, par contre, ça parle souvent de vengeance. De vengeance sur des gens qui ont les mains sales, c'est clair, mais tout de même de la bonne vengeance qu'en tant que spectateur, on a envie de voir arriver et dont on est même censé se délecter. Encore pire, Tarantino, à l'image de son dernier film Once Upon a Time in Hollywood, a pour habitude de parsemer ses histoires d'éléments historiques bien réels, ce qui a pour but de donner une leçon fantasmée par l'imaginaire collectif depuis des dizaines d'années, par exemple aux nazis ou aux marchands d'esclaves. Et ça a vraiment pour intention d'être jouissif, donc je comprends que ça en rebute certains. C'est pour ça que ce bon vieux Quentin fait bien attention à rester cartoonesque. Tarantino, il le fait rarement dans le réalisme. Et quand il le fait, par exemple avec ce combat d'esclaves dans Django Unchained qui sert de divertissement à DiCaprio, on n'est plus dans le fun du tout là. On est de retour dans la catégorie numéro 2, la violence satirique. Et bien sûr, au passage, on fait bien monter notre envie de le voir en prendre plein sa mouille par la suite. Ce côté, je vais jouer avec les pulsions meurtrières et les envies de vengeance du spectateur, on peut facilement y voir un côté malsain, et à raison. Mais on n'est pas du tout dans le même type de vengeance que dans un Old Boy de Park Chan-wook, dont le but principal, et je vais peut-être me faire défoncer pour dire ça, est je pense de nous livrer une expérience carrément dérangeante. Et je ne dis pas que c'est un cinéma qui ne doit pas exister, simplement je pense qu'il est important de voir en quoi ce n'est pas du tout le même genre de spectacle. Et on n'est pas non plus dans une violence peu nécessaire et magnifiée, comme dans Drive de Nicolas Winding Refn, dont le nom est d'ailleurs impossible à prononcer. Et pourtant, j'adore le film. Je classerai facilement sa scène d'intro parmi les meilleures de tous les temps. Mais pour moi, il y a un gros point noir. Qui est d'ailleurs vraiment un point à l'échelle du film. Bon, j'ai pas compté exactement, mais c'est moins de 10 plans, de moins d'une seconde chacun, de gore inutile. Après ça, avant ça, juste après ça, etc. À chaque fois que quelqu'un meurt dans le film, on a un de ces plans dont je ne vois pas vraiment l'intérêt. Avec une exception, un des meurtres qui a le droit à plusieurs de ces plans d'un coup, aucune idée de pourquoi, mais il reste tout aussi bref. D'ailleurs, le fait qu'il soit si court et peu nombreux me donne l'impression qu'on ne veut pas vraiment nous les montrer. Alors pourquoi le faire? C'est d'autant plus dérangeant du fait que Refn, c'est un mec qui transforme tout ce qu'il touche en peinture. Chacun de ces plans est magnifique, et du coup ceci n'échappe pas à la règle. Et rendre la violence belle, je trouve ça problématique. Tout particulièrement le premier de ces 10 plans, bon entre 6 et 10 quoi, qui bénéficie d'un traitement spécial. Un ralenti. J'ai l'impression qu'on me dit « Regardez-moi comme c'est beau cette tête qui explose ». C'est quand même bizarre, non? La fameuse scène de l'ascenseur avec sa violence hors champ est super classe. Bon, c'est bien dérangeant, mais c'est le but. Mais pareil, pourquoi finir par nous montrer la tête écrabouillée par terre pendant une fraction de seconde? Si vous avez des interprétations, lâchez-les en commentaire, ça m'intéresse. C'est fou à quel point un plan de moins d'une seconde et la manière dont il est traité peut changer complètement ce que renvoie un film. On enlève ce ralenti sur cette explosion de tête plus que brève et ce n'est plus du tout le même film. Fascinant, non? Donc en gros, Tarantino, c'est un mec qui nous propose de nous faire bien détester quelqu'un et de nous faire jubiler devant sa mise à mort. Et bien que je sois un pacifiste invétéré, et que je ne souhaite à personne de souffrir dans la vraie vie, indépendamment de ce qu'il a bien pu faire, je pense que nous laisser exprimer notre colère de manière aussi extravagante et satisfaisante, ça ne peut être que très bon pour la santé.